L'une des choses que déplorent souvent à Paris et ailleurs les intellectuels qui répugnent à voir leur pays s'enfoncer peu à peu dans le général, dans le banal, l'une des choses qu'on ressent parmi ceux qui réfléchissent hors des sentiers balisés du macronisme, c'est, entre guillemets, le peuple est d'une telle passivité, c'est pas possible. Ben, si c'est possible, on va essayer de se l'expliquer. Déjà, rappelons-le, il a très peu voté, mais une des choses qui n'a pas été dite à l'époque, c'est le rôle qu'a joué la mobilité de la population dans cette abstention. Les gens changent de région, de ville, ils sont ballottés par l'emploi depuis 20 ans. Et sans faire d'études précises, pendant les élections, j'ai regardé qui était là et qui n'était pas là au village. Et ben on peut dire qu'un bon tiers des votants n'y sont pas allés, non parce qu'ils dédaignaient les élections par principe, mais parce qu'ils étaient ailleurs, à Toulouse, à Nantes, à Montpellier. L'un était même au Brésil, l'autre en Jordanie, un jeune travaillait à Londres. Alors vous allez me dire, ils auraient pu se faire établir une procuration ou voter à l'étranger. Alors là, soyons sérieux, pour avoir contribué à organiser moi-même le vote dans une ville italienne, il y a 10 ans, on peut dire que tout est fait pour dissuader les gens qui n'ont pas que ça à faire. Imaginez une queue de 2 heures qui fait le tour du pâté de maison sous la pluie. Imaginez d'avoir à côtoyer dans cette queue des Français mal élevés qui sont pas de votre avis en politique et qui tiennent absolument à ce qu'on le sache. Imaginez que vous n'ayez aucune envie de voir la tête du consul. Or, il trône à l'entrée quand vous arrivez. Vous n'allez pas vous infliger cette épreuve et parfois cette humiliation. Tout ça pour désigner un président de la République alors que les jeux semblent faits. Pour ce qui est de la procuration, le système a d'ailleurs déraillé complètement une fois encore l'an passé, mais tout le monde a l'air de s'en moquer. Les cas de gens dont le vote n'a pas été pris en compte ont été innombrables. Et comme ce n'était pas la première fois, les gens échaudés les autres années n'ont même pas demandé de procuration cette fois. Ils vous disent, ils vous écrivent, pour moi le vote par procuration c'est terminé. Donc ce que je voulais signifier par là, c'est que dans les conditions matérielles du vote, les conditions matérielles du vote étant de moins en moins réunies, les gens sont très souvent hors de leur lieu d'inscription à cause de la mobilité du travail. Et de plus en plus, ils se disent qu'ils ne font pas partie du jeu, ils ne jouent pas, ils jouent plus. Pour jouer le jeu de la démocratie, il faut surtout, même si on habite bien dans sa commune d'inscription, ne pas avoir l'esprit distrait, mobilisé, encombré par tant de soucis immédiats qu'aller voter paraît un luxe que seules les personnes bien intégrées peuvent s'offrir. Et là, on est obligé de s'apercevoir qu'il existe des facteurs de déconnexion dont personne ne parle. Je parle de la déconnexion de la vie sociale, le vote n'étant au fond que le couronnement d'une vie sociale harmonieuse. Souvent, quand il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de vote. Quand les intellectuels déplorent la passivité totale d'une grande partie de la population, ceux qui côtoient des pauvres gens comprennent pourquoi ils n'ont pas envie d'aller voter. Ils n'ont envie de rien d'autre non plus. Ils sont obsédés par 2 choses, ne pas être chassés de chez eux par la pauvreté ou la maladie, payer leur panier de courses, leur essence, leur chauffage. On se souvient du proverbe ventre creux n'a pas d'oreille. Quand on voit s'accélérer la précarisation de la population normale, moyenne du pays, on est stupéfait de constater que ces gens ont trop de soucis immédiats désormais pour penser aux grandes orientations du pays et que, du coup, un jour ou l'autre, ils seront 15% de la population seulement en France à décider pour les autres. Les autres seront occupés à remettre une bûche dans le poêle ou à gagner de quoi payer leur loyer. Dans ces conditions, on comprend mieux le rôle de ce qu'on appelle les minima sociaux. Il s'agit de maintenir le peuple hors de l'indigence absolue, sans ça il donne dans la colère, mais aussi de faire en sorte qu'il reste docile et ne songe plus par timidité, par lassitude, à prendre part à la décision. Conclusion, le peuple ne sortira de sa passivité que lorsqu'il sortira du confort. Certains, dont je fais partie, n'ont pas une passion pour la chasse, mais sans la réprouver tout à fait, ce qui est normal. Elle fait partie de la vie quotidienne d'un campagnard, et chez nous, chasse et pêche sont inscrits dans les gènes, et vouloir réformer un comportement d'origine génétique est un peu voué à l'échec. On peut tout au plus essayer de le contenir. On voudrait croire que c'est le but recherché en ce moment par les examinateurs du permis de chasse, ceux qui travaillent pour l'Office national de la chasse, mais tout laisse penser que la sévérité nouvelle des examinateurs en la matière obéit à des consignes précises venues d'en haut. D'abord, peut-on réellement parler de la sévérité accrue? Ben oui, sans doute, j'avais déjà entendu dire, mais des lettres qu'on m'envoie ici assez souvent rapportent que dans certains coins comme l'Ardèche, il faut parfois s'y reprendre à 5 fois pour passer ce fameux permis. Comprenez autrefois pour une formalité il y a 30 ans. Alors que s'est-il passé? A-t-on vu le nombre de chasseurs quintupler? Faut-il le limiter? Eh ben, au contraire, à Campagnole, j'ai fait le compte. Autrefois, ils étaient plusieurs dizaines, une trentaine pour 400 habitants. Désormais, c'est la moitié, voire une seule dizaine seulement. Et autrefois, on assistait à des rassemblements, des repas de Diane. La Diane, c'est le club de chasse local. Désormais, c'est bien discret. On se demande ce qui s'est passé pour que la puissance publique rende l'examen aussi dissuasif.
Et moi, j'y étais pas, hein, je l'ai jamais passé cet examen moi-même, mais selon les récits, c'est à peu près aussi lourd que certains stages de récupération de points pour le permis de conduire, sauf que là, on n'est nullement assuré de décrocher le papier. C'est le genre répété après moi, je démonte la culasse, je remonte, je charge, je replace l'arme dans son étui avant d'entrer dans mon véhicule, j'observe en toute occasion la règle des 30 degrés, je ne tire pas sur les pigeons d'argile peints en rouge, ce sont des espèces interdites, je ne tire pas non plus sur les silhouettes humaines, enfin tout ce qu'on imagine, nous, relever du simple bon sens, mais justement, plus on se penche sur la chose et plus on devine qu'il s'agit de juger non le bon sens du candidat chasseur, mais son bon sens comme futur détenteur d'armes. Certains candidats qui ont eu l'impression de faire l'objet d'une suspicion non comme chasseur mais comme citoyen m'ont confié qu'il s'agissait visiblement, dans nombre de cas, d'écarter des gens dont le profil psychologique permettait de penser qu'ils allaient dire à tout bout de champ « Arrêtez votre sono là ou je vais chercher mon fusil ». Et là encore, je fais allusion à de banales querelles rurales qui ont toujours existé, même en 1950, mais selon toute vraisemblance, la puissance publique a pris la mesure du croisement prochain de deux courbes, celle des vols de matériel, des effractions diverses qui ne cessent de monter en campagne, et celle de l'équipement en armes déclarées ou non, déclaré par foyer, je veux dire, un taux qui n'est pas du tout en diminution. On peut même dire qu'il augmente à mesure que les armes de guerre, oubliées après deux héritages, sont exhumées par les petits-fils qui n'en font nullement la déclaration de la gendarmerie et qui les gardent dans des chiffons huilés au grenier parce qu'on ne sait jamais. Alors un jour, j'ai essayé de gratter comme ça un peu, j'ai dit à l'un de ces jeunes-là, mais tu vois bien tous les ennuis qu'ils ont après s'ils blessent ou s'ils tuent quelqu'un pour avoir voulu défendre leur atelier. Eh bien, il m'a répondu, mais ça n'est pas du tout pour défendre mes outils. Alors je dis, mais si c'est pour te défendre toi-même, c'est rare qu'un cambriolage se traduise par une menace sur les personnes. Mais il m'a répondu, je ne pense pas au cambriolage, je pense à une situation qui viendrait à dégénérer en général, nationalement. Alors là, il m'a semblé comprendre, mais dites-moi si je me trompe, que la puissance publique y pensait donc aussi, et qu'en multipliant les simagrées du genre « vous n'avez pas respecté la règle des 30 degrés, vous repasserez le permis », elle cherche à écarter les gens qui ont l'intention de mordre énormément sur les 30 degrés en cas de désordre national. Dites-moi ce que vous en pensez, merci. Je sais, c'est peut-être pas très fin, mais il y a un type au comptoir de Campagnol qu'on surnomme Afflelou, parce que selon certains habitants du village, il aurait besoin d'une deuxième paire. C'est un ancien élu, un ancien conseiller général du nord du département, qui s'appelle Clément et qui est passé par tous les partis. Il était jospinien sous Jospin, il aimait beaucoup Raffarin, il trouvait Hollande pas mal, il a voté Macron et il aime bien Juppé. Donc il y a vraiment chez lui une logique, celle de la lâcheté. Quelqu'un, encore un ami de jeunesse, qui travaille dans un ministère à Paris, vient de m'expliquer pourquoi la lâcheté en politique, ça se voit beaucoup plus qu'avant, et pourquoi chez ce Clément et ses semblables, elle se voit comme le nez au milieu de la figure. C'est qu'en face d'eux, désormais, ce ne sont plus du tout les mêmes gens qu'il y a 20 ans. Les conditions générales de la vie publique ont énormément changé. Autrefois, était considéré comme un lâche, un homme public qui n'avait pas vu passer au Parlement un amendement qui favorisait une pratique financière. On était lâche aussi parce qu'on ne s'opposait pas aux pressions d'un laboratoire pharmaceutique, par exemple. Mais désormais, la lâcheté consiste à ne rien voir non plus quand le crime, le sang, la cruauté sont à votre porte. C'est quand même beaucoup plus grave. Ça consiste à dire « Mais de quoi me parlez-vous là? Je pense que vous exagérez, je n'ai rien vu de tel, quelles sont vos sources ?» etc. Quand quelqu'un dit en chanson, par exemple, sur toutes les radios « Je vais saigner une catégorie de citoyens, j'attends le signal, avec mes amis, on va faire un carnage », le plus grand crime est de faire comme si on n'avait rien entendu, comme à Berlin en 1937 ou au Rwanda en 1994. Et ce type-là du nord du département, ce Clément, cet ancien conseiller général, avec son accent rouerga, bien brave, ce type qui vous dit « Il ne faut pas polémiquer, ça ne fait pas avancer les choses, il faut être constructif ». Je lui ai fait lire les paroles d'une chanson donc, qui est passée sur toutes les radios en 2010. Je lui ai montré ça pendant la campagne électorale présidentielle, quand Juppé, là, son favori, était encore candidat. Et ça disait à peu près « Va, repère un PD quelque part, coupe-lui le zizi, tue-le, laisse son cadavre dans le caniveau ». Eh bien, à son avis, ne pas polémiquer contre ça, c'était constructif. Je lui ai montré ça parce qu'on était en pleine polémique relative à la célébration du centenaire de Verdun. Et il s'agissait, dans l'esprit du président de la République de l'époque, de divertir la jeunesse le soir de la cérémonie en laissant se produire sur la scène à Verdun, qui donc ? Eh bien justement, l'un de ceux qui avait enregistré ces paroles que je viens de vous lire, qui invitait la jeunesse à faire un massacre, un type qu'on voulait voir monter donc sur scène le jour où on déplorait un autre massacre, celui de Verdun. Cherchez la faute de goût.
Comme on le sait, ce concert a été annulé, mais l'un des membres de l'équipe Juppé, un certain Apparu, a continué à dire qu'il le regrettait. Et mon ami parisien, là, la taupe de cabinet ministériel, m'a rappelé un truc invraisemblable, passé complètement inaperçu de la presse, c'est que François Hollande a ensuite invité ce chanteur Black M qui avait été annulé à Verdun, il l'a fait venir à l'Élysée pour fêter la fin de son mandat, et on a donc eu ce jour-là un véritable condensé de lâcheté criminelle de la part du président de la République. Il est venu absoudre littéralement, officiellement, un type qui avait appelé la jeunesse de son pays au meurtre. Hollande l'a invité sous les lambris à seule fin de prendre une petite revanche sournoise, personnelle, sur ses détracteurs à la dernière minute, comme un enfant de 10 ans qui tire la langue dans le dos du prof après avoir reçu 2 heures de colle. Au passage, le président, rappelons-le, conseillé par Macron, depuis 4 ans à cette époque-là, avouait clairement qu'il avait été à l'origine de l'invitation du chanteur Pousse au crime à Verdun, parce qu'à l'époque, notre Tartuffe présidentielle, là, a en plus voulu nous faire croire que le maire de Verdun avait décidé tout seul. Tu parles, me dit mon ami haut fonctionnaire, on ne peut pas croire un instant que les services de l'Élysée aient laissé le programme des réjouissances au hasard un jour de célébration nationale franco-allemande à Verdun. Eh bien, quand j'ai revu Clément au comptoir, là, récemment, celui qu'on nomme Afflelou, la seule chose qu'il ait trouvé à me dire, c'est que le chanteur s'était excusé. Dites-moi si ces excuses vous suffisent, et dites-moi aussi, surtout, si vous avez le moindre souvenir que François Hollande se soit excusé de quelque chose en 5 ans. Et dites-moi aussi, s'il vous plaît, si son successeur vous rassure quand il dit d'un fichier S, il a fait des trucs radicaux, mais c'est un bon garçon. Enfin, si vous voulez envoyer ce sujet isolé à vos amis ou consulter d'anciens numéros par thème, cherchez Campagnol TVL sur Google, merci. L'une des grandes nouveautés de la période que nous allons vivre, si j'en crois les énarques que je connais toujours, c'est que pour une fois, les élites vont avoir des comptes à rendre. On nous parle de Fillon qui a déposé le bilan moralement là à toute allure, mais la plupart des gens qui nous ont gouvernés dans l'à peu près, dans la cupidité personnelle, dans le maquillage budgétaire ou carrément dans la corruption, ont du souci à se faire et risquent fort de finir inquiétés par la justice. Penses-tu, me dit-on au village, ils s'en tireront toujours. Regarde le fils machin là avec ses dettes de jeu à Las Vegas et son appartement à 9 millions. Tu en as entendu parler toi récemment? Non. Eh bien tous les autres c'est pareil. Dès qu'une nouvelle est publiée, elle disparaît, c'est comme ça, tu pourras jamais les coincer. Donc, si vous voulez entendre un autre son de cloche, c'est visiblement pas au bar de Campagnol qu'il faut le chercher, mais il faut écouter à Paris, dans un bar, près du Sénat par exemple, un énarque de votre âge, plus de 60 ans, que vous avez connu à 15 ans, qui n'a rien à se reprocher. C'est d'ailleurs pourquoi sa carrière a été assez médiocre. On me dira donc que justement, s'il pense que les élites vont payer pour ce qu'elles ont fait de la France, c'est parce que lui n'a pas eu la carrière qu'il voulait. En fait, il est aigri. Non, l'énarque auquel je pense a été préfet, il est désormais inspecteur, il a mené une carrière assez secondaire en effet par rapport à tous les gommeux là qui s'agitent autour de Macron. Il n'a jamais été de gauche, ça c'est sûr, ce qui n'a pas vraiment aidé, mais vous pouvez m'en croire, c'est le contraire d'un aigri. Comment le sais-je? Je le sais, mais s'il vous faut des faits, la seule chose qui l'intéresse, c'est la musique. Il va au bureau une fois ou deux par semaine, il est payé 7 ou 8 000 euros, il a une fortune personnelle, un château, une femme charmante, de nombreux enfants et petits-enfants qui ne le détestent pas. Il n'y a pas de quoi être mécontent de son sort du tout. Alors pourquoi pense-t-il que cette fois il y en a qui vont trinquer en haut lieu? Eh bien, il dit que ça lui rappelle le titre d'un livre d'Anatole France sur la Révolution, Les dieux ont soif. Il faut que le peuple fasse un gros exemple, me dit-il, pour infléchir le cours de l'histoire, et donc il écrase publiquement des symboles. Comme j'avais pas l'air entièrement convaincu, il m'a parlé cette fois de René Girard, le philosophe, qui, entre autres choses très intelligentes, a dit que la cité humaine devait être fondée sur le sacrifice. Girard parle du sacrifice de l'innocent, il pense au Christ, mais en bon énarque, mon ami a ajouté, crois-moi, ça marche aussi quand on sacrifie les coupables. L'idée, m'a-t-il dit, c'est qu'il faut absolument rejeter la responsabilité des erreurs commises sur ceux avec qui ou grâce à qui on a été amené à les commettre. En gros, il faut rejeter dans le passé, dans l'obscurité, tout ce qui n'est pas l'homme nouveau. Il faut se purifier. Macron essaye de te faire croire en ce moment qu'il n'a pas été ministre des Finances de Hollande, qu'il n'a pas goûté au pouvoir des banques, qu'il n'a aucune responsabilité dans le crash qui s'annonce. Il parle sans arrêt de renouveau, comme s'il n'avait rien eu à faire avec l'ancien monde. En gros, c'est le duc d'Orléans, Philippe Égalité, qui vote la mort du roi. Oui, le roi à qui il manquait une seule voix pour être sauvé, et ce fut justement celle de son propre cousin qui l'a mené à l'échafaud. Macron, c'est le duc d'Orléans, donc c'est l'aristocrate régicide, c'est le cousin vantard, péteux, là, qui sacrifie tout à son image, à son ambition. Il essaie de faire croire à la foule qu'il est de son côté, mais c'est pour sauver sa tête, et en 93, ça n'a pas marché.
Le nôtre, là, va d'abord essayer de sacrifier son Louis XVI à lui, Hollande, mais ça va très mal se passer car la foule va lui répondre « Mais arrête, que t'es son toutou là pendant 4 ans, on l'a pas oublié, on a les images ». Et c'est là qu'en effet, il joue assez gros, une partie dangereuse, car si les gens ont faim ou peur, ou les deux, ils ne le prendront jamais pour un sauveur, ils se souviendront qu'il est plutôt du parti des affameurs. C'est non seulement marqué sur son front, mais c'est filmé. Donc il n'est pas impossible que nous assistions un jour ou l'autre à une véritable chasse aux élites à cause des conséquences de tout ça, à une époque où tout est enregistré, où toutes les déclarations sont accessibles et les siennes sont accablantes. Eh bien, il n'y échappera pas. Moi non plus, peut-être, m'a dit mon ami énarque, mais moi, j'ai rien dit qui mérite d'être effacé, tandis que lui, croit que va servir la loi sur les fake news, à la même chose que le cabinet des retouches photos sous le camarade Staline. Pour résumer, me dit-il, je suis stupéfait de voir le nombre de mes collègues en ce moment qui ont acheté une ferme en Écosse ou une villa dans le nord-est du Brésil, et quand tu connais des hommes d'affaires de plus de 40 ans, ils ont pratiquement tous une deuxième adresse à l'étranger. Eh bien, si vous trouvez, vous aussi, qu'il n'est pas impossible que posséder un appartement au Mexique, à Londres, à Lisbonne en ce moment soit la première étape d'une vaste fuite à Varennes, dites-moi ce que ça vous inspire. Et si vous voulez envoyer ce sujet isolé à vos amis ou consulter d'anciens numéros par thème, cherchez Campagnol TVL sur Google. Merci. L'un des grands sujets de plaisanterie et de discussion à table à Paris en ce moment rejoint curieusement les hypothèses les plus folles entendues au bar de Campagnol, et je vous le livre crûment. C'est est-ce que François Hollande sera jugé un jour? Est-ce que finalement il n'y a pas une justice immanente? Est-ce qu'il n'y a pas une loi secrète du destin qui fait trébucher tardivement les pires personnages, qui les oblige finalement à répondre de leurs actes ou de leur immobilité, qui les fait terminer dans le box au moment où ils croient s'en tirer comme ça, ni vu ni connu? Et l'expression pire personnage lui va comme un gant, puisque nous avons revu toute la semaine l'image scandaleuse où, encore tout haletant d'avoir couru dans un hôpital de Seine-Saint-Denis, celui qui était encore chef de l'État français est allé serrer la pince d'un dealer récidiviste pour essayer de faire croire à l'indignité de la police et à la noblesse de la victime, à seule fin de faire remonter sa propre cote avant l'élection. Il suffisait pourtant aux enquêteurs d'aller chercher la bande de vidéosurveillance, puisque c'est ce qu'on vient de faire, mais apparemment personne n'y a songé avant, ou plutôt elle avait disparu. Alors on ne va pas entrer dans les détails de l'affaire, que je connais d'ailleurs très mal. Mais le véritable sujet d'étonnement, comme je vous le disais, c'est qu'une hypothèse qui paraissait au départ seulement digne du comptoir de Campagnol, à savoir Hollande finira-t-il dans le box, finit par être évoquée ça et là dans les dîners parisiens, avec des pincettes évidemment, mais tout de même, le simple fait qu'elle ne soit pas repoussée complètement dans la haute sphère en dit assez long. La thèse que j'ai entendue à table mérite qu'on s'y arrête. Alors vous allez me dire, à quelle table ? Une table proche du pouvoir. Je vous rappelle que nous avons tous le même âge, que la plupart de mes amis de jeunesse sont de la Cour des comptes ou sont sortis de l'ENA, dans la même promotion que l'ancien président. Dans ce que j'ai entendu à table l'autre soir, c'est que finalement le sort de François Hollande n'est pas si scellé que ça dans l'impunité, dans le profil du président habile qui s'en est bien tiré. Et le type qui m'en a parlé l'a fait en aparté au coin d'un buffet, le verre à la main. Il s'est bien gardé de le dire vraiment à tout le monde pendant le dîner, mais ça m'a paru intéressant qu'il se confie à moi, parce qu'il savait d'abord que j'allais le répéter, ce que je fais. C'est un ancien conseiller d'État, un grand spécialiste de la Renaissance italienne, qui a une fascination pour toutes les fourberies de l'histoire, pour les secrets d'alcôve aussi. Et il me dit, François Hollande, si ça continue, va être sacrifié par Macron publiquement, comme ce fut le cas 20 fois depuis Philippe le Bel, quand un dirigeant veut se dégager de son propre passé, et Macron est quand même très mouillé avec le régime Hollande, il organise une campagne contre ses anciens amis en les accusant de corruption et en disant au peuple « je vais vous livrer les coupables, les voilà ». C'est quand même bizarre que cette vidéo de surveillance ressorte plusieurs mois après. Ce qu'il faut voir, c'est que l'affreux Hollande, là, avec cette histoire du jeune Théo, a fait quelque chose de détestable, encore plus détestable depuis qu'on a les preuves. Les dirigeants vraiment machiavéliques comme Macron ont intérêt à charger les méchants comme lui devant la foule pour passer pour des gentils par comparaison. Alors je lui demande, là, mon monsieur X, là, comment il voit la suite, et il me dit, si la presse, pour se dédouaner elle-même, parce qu'elle a quand même fait des tonnes, elle aussi, sur la question, sur Théo et son comité de soutien, si la presse décide de charger Hollande pour se décharger à son tour et pour servir Macron dans son opération de blanchiment moral, là, tout en se blanchissant elle-même, c'est simple, Hollande est foutu. Il va passer du statut de président navrant au statut de salaud patenté. En somme, il va devenir Beria ou la veuve Mao, celle qui a été chargée de tous les maux pour asseoir le pouvoir de ses successeurs. Donc il a intérêt à se méfier parce que la presse va enquêter sur lui de plus en plus précisément pour faire plaisir à Macron.
Et il y a plein de sujets sur lesquels on peut charger le régime précédent et on va les voir ressortir les uns après les autres. Je serais Cazeneuve, par exemple, j'aurais pas accepté le poste en fin de mandat par vanité. Ça va peut-être lui coûter cher aussi, me dit-il. Eh bien, en sortant de ce dîner bourré d'énarques, je ne sais pas pourquoi, mais pour une fois, j'avais le moral. Si vous avez partagé cette intuition, que partagent déjà au moins 2 personnes en France, le garagiste de Campagnol et un conseiller d'État, dites-le moi, vous nourrirez le dossier. Puis si vous voulez envoyer ce sujet isolé à vos amis ou consulter d'anciens numéros par thème, cherchez Campagnol TV sur YouTube. Merci.